BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Yves Villagine. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission L'entreprise BFM, Entreprise et Capital. Bonjour à ceux et à celles qui nous rejoignent. Nous allons accueillir deux tandems d'entrepreneurs investisseurs tout à l'heure. Gilles Briquet, président d'Inicea, accompagné de Angélica Schöchlin, associé au fonds Antin Infrastructure Partners. Puis Gilles Benamou, le président d'Astil Flash, et Marc Brière, le président du directoire d'Arkea Capital. En fin d'émission, nous écouterons les conseils de l'avocat Jean-Nicolas Sauré. Mais pour démarrer les infos du capital investissement, cette semaine, nous vous proposons de revenir sur les 10 plus importantes levées de fonds de la French Tech. Qui a osé dire que la livraison à domicile était morte ? 1 million d'euros en 2015, 12 millions en 2016, puis en mai, Frishti a remis le couvert en levant 30 millions d'euros. 2 ans après sa création, la start-up aux 300 collaborateurs est passée de 500 repas livrés par jour en 2015 à 20 000 aujourd'hui. L'entreprise parisienne, qui met tout en œuvre pour s'imposer sur le marché de la foodtech, fait saliver. Un Français créé en 2011 qui croque le champion américain fondé il y a 25 ans, c'est suffisamment rare pour être relevé. Guest to Guest, la pépite française du tourisme collaboratif, a racheté l'acteur historique Home Exchange, une acquisition financée par une levée de fonds en mars de 33 millions d'euros. La plateforme agrège désormais 400 000 logements dans 187 pays. Cette consolidation renforce ainsi sa position de numéro 1 mondial du marché de l'échange de maisons. Biotech basée à Paris et dédiée au développement des thérapies géniques innovantes, Vivet Therapeutics, en mai, a levé 37,5 millions d'euros pour faire avancer ses programmes et s'attaquer entre autres aux maladies rares du foie. Le marché de cet organe aiguise l'appétit des Big Pharma. Il présente en effet des besoins thérapeutiques non satisfaits, donc des relais de croissance potentiels. Les analystes tablent sur une vingtaine de milliards en 2025. Pépite du search en pleine ascension, Algolia a bouclé en juin sa série B d'un montant de 53 millions de dollars. Créée en 2012, la jeune pousse qui a multiplié par 10 tous ses indicateurs fournit à ses quelques 8000 clients l'infrastructure nécessaire à une expérience de recherche intuitive. Un pied en France, un autre aux États-Unis et bientôt dans de multiples pays, Algolia a désormais les moyens de ses ambitions. On leur avait dit que c'était impossible, pourtant les équipes de Bled l'ont fait. Un boîtier qui remplace votre ordinateur. Lancé en 2014, la start-up parisienne qui commercialise le Shadow, un ordinateur dématérialisé accessible grâce à un abonnement, a annoncé avoir finalisé en juin une levée de fonds de 51 millions d'euros. L'ambition de Bled n'a pas de limite et vise les 100 000 utilisateurs d'ici l'année prochaine. Avec plus de 6 millions de membres dans 48 pays, Vestiaire Collectif revendique le leadership européen de la vente en ligne de vêtements et accessoires d'occasion de luxe. Fondée il y a 8 ans, la plateforme parisienne qui compte 600 000 pièces à son catalogue a levé en janvier 58 millions d'euros. La marketplace, qui réalise 65% de son chiffre d'affaires à l'international, devrait embaucher 120 nouveaux collaborateurs dans les 18 prochains mois. C'est une levée de fonds comme en rêvent tous les éditeurs français de logiciels. 70 millions de dollars. Evalua, spécialiste des logiciels de gestion d'achat en entreprise, a levé 59 millions d'euros en avril. Avec l'Asie en ligne de mire, après l'Amérique, la société créée en 2000 à Orsay affiche une rentabilité de 10% et une croissance de plus de 40%. Lancé il y a 4 ans, ManoMano a annoncé en septembre un tour de table de 60 millions d'euros. La plateforme communautaire, spécialisée dans la vente de produits de bricolage et jardinage, vise les 250 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Bien avant la mode des startups, OODrive, fondée en 2000 et qui a multiplié par 10 son chiffre d'affaires en 10 ans, a réussi à lever en mars 65 millions d'euros. Le groupe parisien, éditeur de logiciels qui réalise 37 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte 320 collaborateurs, n'exclut pas de passer un jour par la case bourse. Sur la plus haute marche du podium des levées de fonds en 2017, avec une croissance de plus de 4000% en 4 ans, Actility. Leader sur son secteur, Actility fournit une plateforme pour objets connectés. Créée en 2010, la start-up de Lannion en Bretagne a levé en avril 70 millions d'euros et pourrait être à terme valorisée à plus d'1 milliard.
C'était les 10 plus importantes levées de fonds de l'année 2017 de la French Tech. Tout de suite, nous poursuivons l'émission avec le premier duo investisseurs-entrepreneurs. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Nous recevons Gilles Briquet, le président d'Inicea, une entreprise créée il y a 35 ans et qui gère des établissements de santé spécialisés en psychiatrie. Vous êtes accompagné, Gilles, de Angélica Schöchlin, associée du fonds d'investissement Antin Infrastructure Partners. Bonjour à tous les deux. Bonjour Gilles, bonjour Angélica. Bonjour. Angélica Schöchlin, on va commencer par vous. Comment s'est faite la rencontre avec l'entrepreneur qui est à côté de vous, Gilles Briquet? Racontez-nous. Alors en fait c'est le fruit d'un long travail. Et je dis ça parce que ce qu'on fait d'habitude chez Antin, c'est qu'on fait vraiment une étude à fond des méga trends dans les infrastructures. Oui. Donc, en ce qui concerne les infrastructures sociales, c'est le vieillissement de la population, c'est en fait l'explosion malheureuse des problèmes psychiatriques dans les sociétés développées. Et donc, on a fait tout ce travail pour en fait les pays européens. On s'est retrouvés en France et puis on a fait le mapping des sociétés françaises. Et là, vous avez identifié le groupe. On a identifié le groupe, on a bien compris que c'était un groupe avec une réputation très très bonne. Mm-hmm. On a fait tout ce travail en chambre et puis on s'est rapproché de l'actionnariat d'Inicea à l'époque et on a demandé de pouvoir rencontrer Gilles. Oui, et c'est-à-dire voilà. que c'est une rencontre provoquée, c'est ça? C'était une rencontre provoquée et on se retrouvait avec un entrepreneur impressionnant et avec une société avec une potentiel de forte croissance. Voilà. D'accord. Gilles Briquet, racontez-nous rapidement comment est née cette entreprise il y a 35 ans, comment vous en êtes arrivé à la diriger. Vous avez 8 heures Non, je vais vous raconter tout pas ça. tout à fait, il nous reste Non, 6 minutes 46. Très rapidement, c'était une rencontre incroyable. À 25 ans, j'étais un manager, jeune manager, Oui. et mon premier poste a été de prendre en gestion, en management, une petite clinique psychiatrique en Haute-Savoie. Oui, parce que le groupe est né d'un établissement spécialisé en psychiatrie en Haute-Savoie. Tout à fait. J'ai pu pendant 28 ans développer cet établissement avec le développement d'énormément de nouvelles unités de soins en psychiatrie. Et au bout de 28 ans, mes partenaires de l'époque ont souhaité sortir. Et donc j'ai pu continuer l'aventure en faisant rentrer un fonds d'investissement en 2010 pour créer Inicea. D'accord. C'était un établissement au capital familial à l'époque. Voilà, c'était de l'entrepreneuriat familial et qui a trouvé ses limites parce qu'effectivement, dans le monde de la santé, les contraintes, les exigences et le nombre et la quantité d'investissements à faire pour moderniser en permanence les cliniques nécessitent des investissements très importants. Donc en 2010, vous faites un management buy-out, c'est-à-dire que vous rachetez le groupe qui vous employait, c'est ça? Enfin, l'entreprise qui vous employait. C'est un LBO, donc c'est un fonds d'investissement LFPI qui, à l'époque, est venu à mes côtés pour me permettre de faire une forte croissance par rapport à ce que j'avais pu développer. Donc j'avais 2 établissements à l'époque, en 2010. Ouais. Et on a fait une première croissance importante de 2 à 10 établissements jusqu'en 2016. Et l'arrivée d'Antin qui vient nous apporter, nos équipes médicales soignantes, toutes les ressources pour développer la psychiatrie telle qu'elle doit être développée maintenant, c'est-à-dire effectivement avec beaucoup de capital et beaucoup d'investissements réalisés. Madame Schöchlin, sur quelle base vous entrez, enfin sur quel projet d'entreprise vous entrez aux côtés de Monsieur Briquet au sein d'Inicea? Alors, il y a, nous, en investisseurs en infrastructure, on recherche des qualités comme des fortes barrières à l'entrée, un besoin essentiel pour la société et du cash flow très stable et prévisible. Du même, on investit d'une façon très régulière dans les sociétés à croissance. Donc, ce qu'on a trouvé avec Inicea, c'était un projet organique de croissance parce qu'il y a beaucoup de moyens de développer la société telle qu'elle est, mais il y a aussi un moyen de croissance non organique qu'on veut être au soutien de cette trajectoire future de la société. Mais ça veut dire que quand vous entrez en 2016, vous aviez 10 établissements. Votre objectif ensemble,
vous deux, c'est d'amener le groupe vers quel sommet ? Au moins la doublée, non ? Oui, au moins la doublée. En combien ? En 3-4 ans, je pense qu'on peut arriver à 20-25 établissements. Donc, depuis 2016, nous avons fait l'acquisition d'un nouvel établissement en gérontopsychiatrie. Nous sommes en train de développer 8 hôpitaux de jour en France. D'accord. Nous venons l'année dernière d'ouvrir notre nouvelle clinique à Saint-Mandé, Jeanne d'Arc, qui instaure un nouveau palier ou une nouvelle référence dans la qualité hôtelière, dans la qualité des soins. Ce qu'il faut savoir, c'est que la santé mentale au sens large, la psychiatrie, mais la santé mentale, c'est une discipline qui est encore méconnue, mais qui est en train de vivre des bouleversements assez incroyables, à la fois dans les populations qui sont accueillies, des nouvelles souffrances, souffrance au travail. Je pense que le burn-out, c'est quelque chose dont vous commencez à entendre beaucoup parler. Les troubles des conduites alimentaires, les addictions aux jeux, aux paris, ce sont maintenant des nouvelles souffrances. Et donc, nous sommes en train de développer des nouvelles thérapies et une nouvelle technologie, des nouvelles technologies pour, on va dire, proposer à nos patients à la fois un cadre hôtelier et d'accueil très adapté, très confortable, mais également des nouvelles thérapies qui sont à la hauteur des enjeux de santé publique. On va revenir sur les nouvelles technologies tout à l'heure. Juste un mot sur le développement de ce champ médical, en fait. Pourquoi il est plutôt délaissé par les services publics ? On a tendance à imaginer que le service public hospitalier, traditionnel, couvre bien les domaines de la psychiatrie. Ce n'est pas le cas. Il y a vraiment de la place pour des établissements privés ? Alors, la compréhension que j'ai avec ma petite expérience de la psychiatrie, c'est qu'effectivement, la psychiatrie publique remplit parfaitement et complètement sa fonction, mais qui est d'apporter une hospitalisation ou des soins à une population très clairement ciblée comme psychiatrique. Ce sont des pathologies très traditionnelles, on va dire, qui sont toujours présentes, bien évidemment, avec des psychoses invalidantes, avec des schizophrénies, voilà. Il y a toute une nouvelle population à soigner qui va plutôt vers nos établissements, qui vont rechercher du confort, de l'écoute, des plus petites structures, des hôpitaux de jour, pour pouvoir se faire soigner pour des nouvelles pathologies qui ne sont pas des pathologies psychiatriques chroniques ou de longue durée ou invalidantes, mais qui sont ponctuellement des dépressions sévères, des burn-out, du stress post-traumatique, toutes ces nouvelles pathologies que l'hôpital public n'a pas forcément l'habitude de traiter ou, disons, n'a peut-être pas la flexibilité que nous avons, nous, pour répondre à ces nouveaux besoins. Alors, vous mentionniez tout à l'heure l'aspect technologique innovant de vos métiers. C'est quelque chose qui est important pour vous, Madame Schöchlin, quand vous investissez dans une entreprise, qu'il y ait cette dimension technique innovante ? Moi, je dirais il faut vraiment avoir une vision long terme de ce qui se passe au monde. Oui. Et donc, dans toutes les infrastructures, vous avez de l'innovation. Quand vous regardez, je dirais, des parkings, vous avez tout un champ de changement autour de la mobilité de la personne. Du même, quand vous regardez la psychiatrie, c'est un domaine qui se développe d'une façon très rapide. Donc, il faut investir dans des technologies qui... En 30 secondes, vous pouvez nous dire quelles sont les 2 technologies majeures qui vont émerger ? Oui, alors, très rapidement. Et grâce à Antin, bien évidemment, nous sommes en train d'équiper toutes nos cliniques de RTMS, c'est de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, c'est-à-dire que c'est une nouvelle technique qui permet d'avoir une option. Jusqu'à présent, la dépression, par exemple, qui touche énormément de Français, était traitée par médicaments, ce qui n'est pas toujours bien toléré avec des effets secondaires. Là, c'est un système qui est sans anesthésie, sans effets secondaires, sans heurts, sans dommages, et qui permet à 50%, alors que les médicaments réagissent à 25%, de traiter des dépressions sévères ou récurrentes. C'est un exemple, je pourrais vous en citer d'autres. Il y a la réalité virtuelle, il y a les objets connectés. Donc la psychiatrie... Je pense qu'on pourra faire une émission entièrement sur les nouvelles techniques de psychiatrie. Je pense que ce sera important. Je vous remercie, Gilles Briquet, vous êtes le président du groupe Inicea, et Angélica Schöchlin de Antin Infrastructure Partners. Merci d'avoir été nos invités. Merci beaucoup. Merci. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Nouveau duo d'entrepreneurs et d'investisseurs, Gilles Benhamou, le président du groupe international de sous-traitance électronique Astilflash, accompagné de Marc Brière, le président du directoire d'Arkea Capital, une filiale d'investissement du Crédit Mutuel Arkea. Bonjour messieurs. Bonjour. Question récurrente dans cette émission, Marc Brière, elle est pour vous la première.
comment s'est faite la rencontre avec Gilles Benamou, celle qui vous a décidé à investir dans le groupe? Alors, pour être très honnête, je n'étais pas à la tête d'Arca Capital lorsque la rencontre est intervenue, mais pour autant, je sais bien ce qui s'est passé, puisque ça remonte à il y a 16 ans, ce qui traduit bien notre statut d'investisseur de très long terme. Pour dire les choses, Gilles Benamou nous a été présenté par un confrère. En l'occurrence, on peut les citer, il s'agissait de 21 Central Partners, donc autre société de gestion, et avec qui nous avions l'habitude de collaborer assez régulièrement. Et on a été séduit, mon prédécesseur a été séduit par le projet à très long terme d'Astil que Gilles nous a présenté et qui nous paraissait s'inscrire dans ce qu'on recherche dans les projets de développement des entreprises. Gilles Benamou, je crois qu'on n'aura jamais assez de temps pour que vous nous racontiez en totalité cette aventure extraordinaire qu'est Astil. Vous l'avez fondé en 1999, après avoir vendu un premier groupe industriel que vous aviez fondé. Très rapidement, contez-nous cette histoire extraordinaire qui vous amène à un groupe de 5000 personnes aujourd'hui. Exactement. Donc, j'ai créé en 1999 le groupe Astil Flash avec une vision stratégique. C'est de créer un acteur capable d'assurer la production totale d'un produit à base d'électronique. C'est-à-dire pouvoir aider des chefs d'entreprise dans leur phase amont de conception et d'industrialisation des produits, le manufacturing, mais aussi les services post-production pour délivrer les produits, etc. Avec une stratégie de long terme qui consistait à non seulement être un acteur français, mais un acteur mondial. Vous étiez dans l'électronique avant Astil? Parfaitement, et avec une expérience dans l'automobile. Donc effectivement, c'est ce même concept de recherche de sous-traitance automobile que j'ai souhaité appliquer au monde industriel, c'est-à-dire avoir le panel de services et surtout une approche de production mondiale. Donc nous avons d'abord développé le groupe en France pendant 5 ans. Vous démarrez avec une entreprise que vous reprenez ou que vous créez ex nihilo? Non, une petite entreprise que nous avons repris. Nous avions au démarrage 200 personnes. D'accord. Et effectivement, nous avons, dans un tout premier temps, renforcé notre présence en France en acquérant 4 ou 5 entreprises successivement entre les années 2000 et 2005. Puis, à compter de 2005, l'image du territoire est une image trop réduite par rapport au marché industriel et aux enjeux industriels. Donc, nous sommes implantés par acquisition aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et en Chine. Puis, ultérieurement, en Angleterre et en Allemagne, qui sont les 3 grands pivots de l'industrie européenne. Pour autant, vous n'avez jamais abandonné vos installations en France Jamais. Je dirais, non seulement en France, mais au niveau mondial, notre souci, c'est de pouvoir allier un projet industriel de long terme avec la reconnaissance des établissements et des personnels qui collaborent tous les jours au développement. Donc, dans tout notre développement industriel, il était extrêmement important, et il est toujours extrêmement important, de garder nos implantations, de nous appuyer sur les collaborateurs en place pour assurer cette stratégie de développement. Alors pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne comprennent pas forcément très bien ce que vous faites, on peut dire que l'un de vos concurrents mondiaux s'appelle Foxconn, qu'il est taïwanais et qui produit les iPhones. Ça peut résumer votre activité ? Je dirais que justement, modestement, nous réalisons à peu près $1 milliard de chiffre d'affaires contre Foxconn qui en réalise 100 fois plus. Néanmoins, notre métier a consisté justement à ne pas aller nous frotter ou nous confronter à ces grands mondiaux, mais plutôt à répondre au marché d'un certain nombre d'industriels ayant des besoins plus locaux. Et alors que Foxconn est essentiellement en Chine. Donc nous, notre métier, c'est justement par nos implantations européennes et américaines de répondre et de supporter les industriels proches et de proximité. Notre devise, c'est penser global, agir localement. Ça vous parle, ça, Marc Brière? Vous êtes un investisseur issu d'une banque mutualiste, ancré dans le territoire. Oui, tout à fait. La conviction qu'on a eue avec le groupe de Gilles Benamou et qui n'a eu de cesse que de se confirmer au fur et à mesure des étapes était véritablement cette volonté d'investir pour les territoires et d'investir dans le long terme, puisque notre ADN,
tant qu'Arkea Capital, on a vraiment cette conviction que les entrepreneurs ont besoin de long terme, ont besoin d'un accompagnement sur la durée. Et c'est vrai que c'est la chance d'un groupe comme le nôtre qui est mutualiste et non coté que de ne pas avoir d'échéance sur les fonds que nous gérons. Donc nous sommes capables de rester très longtemps pour nous associer au projet de développement. Et nous le faisons de manière minoritaire, dans l'accompagnement, en apportant un capital confiance qui permet aux entreprises de voir loin. Je crois que c'est vraiment ça qui est essentiel. Vous êtes généraliste, c'est pas un peu compliqué pour un fonds d'investissement généraliste d'investir aussi bien à des degrés très early stage, très tôt dans le développement d'une entreprise, et là d'accompagner, c'est déjà plus une ETI. Vous êtes considéré comme un grand groupe aujourd'hui? Alors, bien évidemment, vous avez tout à fait raison, le métier de l'accompagnement des startups, qui est une activité bien à part, et celui d'accompagnement des PME et des ETI ne sont pas les mêmes. Donc nous avons une équipe dédiée au capital innovation qui gère 2 fonds d'innovation, et nous avons également d'autres équipes qui gèrent des entreprises de taille plus importante. Donc c'est vrai qu'on cherche à trouver les bonnes solutions adaptées à chaque situation, et il faut bien distinguer ces 2 aspects, mais ce qui caractérise dans tous les cas les différentes approches que nous avons, c'est que nous investissons sur la durée et que, je dirais, nous menons un gros travail d'analyse à l'entrée, non seulement du métier, du secteur d'activité, mais également de l'équipe humaine, de l'homme et de son équipe d'accompagnement, puisque c'est vraiment ça qui fait la réussite des projets. Ça fait 16 ans, vous l'avez dit, que vous êtes au capital d'Astil Flash. C'est une durée moyenne normale pour vos investissements? C'est beaucoup pour un fonds d'investissement. Je pense qu'on peut dire qu'on est quand même dans le haut du panier de nos accompagnements, mais on a voulu malgré tout créer des véhicules tout à fait particuliers, puisque la durée moyenne d'intervention pour nos véhicules est très nettement supérieure à la moyenne du marché. On est capable de durer 8, 10, 12 ans assez régulièrement, et dans notre portefeuille, on a 80 entreprises en portefeuille pour à peu près 1 milliard d'euros de capitaux gérés. Sur les 80 entreprises, on en a, je pense, au moins 5 ou 10 qui sont dans notre portefeuille depuis plus de 10 ans, et même certaines plus de 20 ans. Donc ça prouve qu'on peut très bien rester dans la durée aux côtés des entrepreneurs, et je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir cette vision de long terme pour permettre de mener à bien un projet d'investissement. On sait bien qu'une usine, ça ne s'amortit pas en 3 ans, et que vouloir absolument faire une belle affaire en 3-4 ans, je pense que malheureusement, c'est un petit peu mettre l'économie à l'envers. Vous pensez tous les deux que le renouveau de l'industrie en France est possible, au-delà du maintien, je dis bien, pas seulement maintenir nos acquis actuels industriels, le renouveau de l'industrie est quelque chose qui est envisageable? Personnellement, je suis un fervent défenseur de l'industrie française, dans le sens où nous avons des atouts énormes en France, notamment en termes de technologie, en termes de niveau de formation. Et la France a son rôle à jouer, sachant qu'il faut être ouvert sur le monde, sur nos capacités à produire aussi ailleurs, pour répondre à une offre globale. Et c'est ce que nous avons bâti dans le temps, c'est savoir faire le juste compromis entre des établissements mondiaux et notre capacité à accompagner les industriels français, non seulement sur la France, mais aussi au niveau mondial. Donc notre mission n'est pas uniquement de territoire, elle est de pouvoir conforter des industriels qui ont une vocation à devenir des entreprises mondiales, à pouvoir conquérir ces marchés. Et pour ce faire, il faut avoir des outils et des équipements pour les accompagner à proprement parler dans chaque pays. C'est notre mission à travers ce... Sur ce message d'espoir, je vous remercie Gilles Benamou d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Astil Flash et Marc Brière, le président du directoire d'Arkea Capital. BFM Business, l'entreprise BFM. Le mode d'emploi. Dernière séquence de cette émission, le mode d'emploi, avec un expert à nos côtés qui nous accompagne aujourd'hui, c'est l'avocat Jean-Nicolas Sauré. Vous êtes avocat d'affaires international associé au cabinet Altama. Et vous allez nous parler d'un cas qui, vous m'avez dit, n'est pas si rare que ça, celui où un fournisseur ou un donneur d'ordre vous propose d'entrer à votre capital. Vous m'avez dit aussi que ça se produit plus fréquemment avec des partenaires asiatiques, c'est ça ? Absolument, bonjour. Bonjour. Je commencerai par un exemple. Il y a 3 ans à peu près, le constructeur automobile chinois Dongfeng a pris une participation au capital de Peugeot. Participation qui l'a porté à 14% du capital de Peugeot. C'était une opération un petit peu de sauvetage. Peugeot en avait besoin pour récupérer des fonds, mais aussi c'était un moyen pour Peugeot d'accéder au marché chinois, enfin d'y accéder.
on voit que cette opération est une opération de grande envergure, évidemment, mais en réalité, notre constat, c'est que ce type d'opération se multiplie, y compris pour des entreprises de taille plus modeste. Alors, on comprend la démarche. Quel est votre conseil? Parce qu'on peut être méfiant quand même, hein, quand on a un fournisseur ou un donneur d'ordre qui veut entrer dans votre capital, on se dit, est-ce que ce n'est pas un cheval de Troie? Absolument, c'est une situation très particulière dans laquelle on a une relation commerciale qui se double d'une relation en capital. Et ce n'est pas du tout la même nature de relation. La relation en capital a un impact très fort. Elle présente un certain nombre d'opportunités, d'avantages pour les différentes parties. Avantage essentiel, je l'ai dit, accès à un marché, notamment asiatique, chinois, japonais. Accès à des fonds, un financement, parce que souvent ce type d'opération se réalise par le biais d'une augmentation de capital, et donc ça apporte à la société française ou européenne des fonds supplémentaires. Pour le partenaire, les avantages, par exemple le donneur d'ordre ou le distributeur, notamment asiatique, mais pas seulement asiatique, hein, pour le distributeur, ça présente un certain nombre d'intérêts également. Simplement, et je pourrais les développer, simplement, la difficulté, c'est que vous avez un partenaire commercial qui rentre dans votre intimité. Et là, ça crée une situation très particulière, très délicate, parce que votre partenaire va vous connaître intimement. Ce que vous voulez dire, c'est que, en fait, vous lui ouvrez vos tableaux de bord, vous lui ouvrez vous êtes un livre ouvert pour lui, il connaît vos marges, etc. C'est ça le risque, en fait. Hein. Alors, absolument. Pourquoi ? Parce qu'une prise de participation en capital s'accompagne souvent d'une prise d'une place au board, au conseil d'administration, ou à un comité de pilotage ou autre. Or, cette situation-là apporte à votre partenaire un certain nombre d'informations, effectivement, sur vos marges, sur votre stratégie, sur les autres partenaires que vous pouvez avoir. Et donc, il a une connaissance qui va au-delà de celle qu'il devrait avoir en tant que simple partenaire commercial. Vous recommandez quoi alors? D'accepter l'argent, mais pas d'offrir un siège au conseil d'administration? Alors, oui, on peut, mais... Si on peut y arriver, c'est une très bonne chose. En pratique, c'est très rare d'y arriver, très franchement. Pourquoi ? Parce que le partenaire, souvent, fait une condition de son investissement, le fait d'avoir une place au board. Alors, soit vous pouvez lutter contre, et tant mieux, soit vous réagissez d'une autre manière. Et vous lui dites, donnant, vous connaissez mon intimité, je vais connaître la vôtre. D'accord, vous demandez ça suppose une participation croisée. Alors ça suppose éventuellement une participation croisée. Là, il faut avoir les moyens de le faire, évidemment. C'est une option. Ce n'est pas l'option qui est la plus courante, très franchement. L'option la plus courante, c'est la suivante, c'est en réalité de créer une société commune, ce qu'on appelle une joint venture, une société commune dédiée à un projet, dédiée à une activité, dans laquelle chacun prend une participation, dans laquelle chacun prend des places au conseil d'administration. Et alors, là, on a une vraie coopération. Et vous isolez le business que vous faites ensemble. On isole le business et donc on isole également les informations que l'on peut communiquer aux partenaires. Et vous construisez une muraille de Chine. Ou pas, selon les cas, puisque ce genre de situation peut, in fine, de temps en temps, on le voit assez souvent, se transformer par, en fait, une acquisition totale de la société européenne par un partenaire étranger, par exemple. On n'en est pas là. Merci beaucoup, mais ça pourrait arriver. Merci beaucoup, Jean-Nicolas Sauré, pour vos conseils. Je rappelle que vous êtes avocat au cabinet Altama. Merci à vous tous, à vous toutes, de nous avoir suivis. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site internet de BFM Business. La semaine prochaine, le best-of 2017 de l'émission. Très bonne semaine à tous, surtout de très bonnes fêtes. À très bientôt, au revoir. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.